Quand les gens entendent « entreprise familiale », ils imaginent quelque chose de chaleureux, des poignées de main au petit déjeuner, des secrets de famille transmis avec des recettes et de la sciure de bois, peut-être même des polos assortis. Ils n'imaginent pas des réunions de conseil où votre mère vous traite de fardeau, où votre grand frère menace de vous rationaliser jusqu'à vous rendre obsolète, mais bienvenue dans ma vie. L'entreprise s'appelait Hollandais et Fils, car apparemment, les femmes n'existaient pas quand mon grand-père a fait imprimer la première enseigne en 1973. Ça a commencé comme une quincaillerie dans une petite ville du Midwest, si petite que nous n'avons toujours pas Uber. Quand je suis née, c'était devenu un petit empire régional. 7 magasins, un entrepôt, un inventaire en ligne, et même un jingle. Papa dirigeait ça comme une mission. Respectez votre personnel. Tenez votre parole. Ne lésinez pas sur le ruban adhésif. Ça finit toujours par vous hanter. Quand il est mort subitement il y a 6 ans, l'entreprise est revenue à ma mère, à mon frère Nathan, et à moi. Nous en avons tous eu une part. Nathan a eu le titre, PDG. J'ai eu les feuilles de calcul. Et maman, elle, a eu le pouvoir. Ça ne m'a jamais dérangé de ne pas être sur le devant de la scène. Je n'étais pas tapa accent grave-l'œil comme Nathan. Lui, il pouvait vendre des tondeuses à gazon à des gens vivant en appartement. Moi, j'étais celui qui travaillait dans l'ombre, les opérations, la finance, la logistique. Je connaissais le système mieux que personne. Pendant que Nathan filmait des publicités pour YouTube et organisait des séminaires de cohésion d'équipe au paintball, je m'occupais des chiffres, je réparais ces catastrophes budgétaires, et j'empêchais les entrepôts de sombrer dans le chaos. Ils m'appelaient le moteur silencieux, jusqu'au jour où ils ont décidé de couper complètement le moteur. Ça a commencé doucement. Ils ont cessé de me mettre en copie des emails de planification. Soudain, les réunions n'étaient plus que de brefs conciliabules auxquels je n'étais pas invitée. J'en ai parlé une fois, une seule fois. Et maman a dit, Ellie, tout ne nécessite pas ton avis. C'était drôle, sachant que j'avais conçu le système d'inventaire qu'ils utilisaient encore. Je suis resté silencieux, pensant que j'étais paranoïaque. Puis, le mois dernier, c'est arrivé. J'étais à la maison, en train de manger des restes de sauté et de vérifier les registres d'expédition, quand mon téléphone a vibré. Un message vocal de maman. J'ai appuyé sur lecture. Ellie, nous avons pris une décision. Tu ne seras plus impliquée dans la direction de l'entreprise. Attends-toi à un appel de notre avocat pour commencer les formalités administratives. Ce n'est pas personnel. Ce sont juste les affaires. J'espère que tu comprends. Il y a eu une longue pause, comme si elle regrettait peut-être la froideur de ses paroles. Puis le message vocal s'est terminé. Pas de « je t'aime ». Pas de « on en reparlera ». Juste un licenciement d'entreprise en 14 secondes ou moins. J'ai fixé l'écran un moment. Puis je lui ai envoyé un seul mot par texto. Compris. Non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je n'avais pas besoin de discuter. Ils pensaient que j'étais juste un autre actionnaire passif. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que ma participation de 27% n'était pas un poids mort. C'était un levier, et j'en avais assez d'attendre pour l'actionner. Si vous m'aviez demandé il y a 5 ans où je me voyais à 35 ans, j'aurais dit toujours en train de gérer les chiffres, probablement avec un peu moins de cheveux et un peu plus de respect. Je ne rêvais pas en grand, juste d'être traité équitablement. La vérité, c'est que lorsque papa est mort, l'entreprise s'est brisée d'une manière qu'aucun de nous ne voulait admettre. Il avait été l'encre, l'arbitre, le tampon entre la concentration extrême de maman et l'énergie chaotique de Nathan. Sans lui, c'est devenu un tir à la corde, et personne ne m'a jamais tiré de son côté. Nathan était l'héritier présomptif, le leader. Même si sa principale compétence était de donner des réponses pleines d'assurance à des questions que personne n'avait posées. Il disait des choses comme « Nous devons nous moderniser ». Juste avant de dépenser 12 000 $ pour un drone qui s'est retrouvé coincé dans un arbre devant notre magasin de Mano. Maman ne l'a jamais arrêté. Elle adorait le qualifier de visionnaire. Moi, elle me qualifiait de fiable. Vous savez, le genre de compliment qu'on fait aux imprimantes et aux dalles de plafond. Mais voilà le truc.
Au début, je ne lui en voulais pas. Je me suis dit, laissons Nathan porter le drapeau. Laissons maman gérer le budget de la fête de Noël du personnel comme si c'était le Pentagone. J'étais content de construire les parties que personne ne voyait, celles qui fonctionnaient vraiment. J'ai automatisé nos commandes fournisseurs, réduit le gaspillage de 14%. J'ai négocié un contrat avec un partenaire d'expédition régionale qui nous a fait économiser près de 200 000 $ en une seule année. Nathan appelait ça « de la magie ». Puis il a oublié de m'inviter à la réunion trimestrielle des actionnaires, 2 fois. Le tournant a eu lieu il y a 1 an. Nathan a annoncé que nous allions « dégraisser », une expression qu'il avait clairement lue dans un post LinkedIn et qui, pour lui, signifiait licencier des gens pour avoir l'air d'un génie. Il a réduit les heures d'ouverture de l'entrepôt, supprimé des postes à temps partiel. Il a réorganisé mon département en confiant la moitié de mon travail à une stagiaire nommée Brena, qui a un jour demandé si les feuilles de calcul pouvaient attraper des virus. Je me suis opposée. Maman m'a traité de dramatique. Tu résistes au progrès, a-t-elle dit. Nathan essaie de faire grandir la marque. Tu t'accroches à une version de l'entreprise qui ne fonctionne que sur le papier. Maman, ai-je dit, ça fonctionne littéralement grâce au papier. C'est comme ça que le suivi des stocks se fait. Elle n'a pas ri. Puis est venu le fiasco du logiciel. Nathan a donné son feu vert pour un nouveau système d'inventaire Tapa accent grave-l'œil, vendu par un type en blazer, sans chemise en dessous. Il coûtait plus que tout notre budget marketing annuel. Je les ai prévenus. Il était incompatible avec notre base de données, il avait de mauvaises critiques, et il avait probablement été codé par des stagiaires enragés dans une start-up qui les exploitait. Ils l'ont installé quand même. En 2 semaines, 2 de nos magasins ont survendu des tondeuses que nous n'avions pas. Un entrepôt a expédié 37 souffleuses à un client en Floride. Notre système de retour a planté pendant 10 jours. J'ai tout réparé, discrètement. Pas un merci. Pas un, tu avais raison. Juste une autre réunion manquée et une note de service sur la rationalisation des rôles de direction. Alors oui, quand j'ai reçu ce message vocal, ça n'a pas semblé soudain. C'était comme regarder quelqu'un vous pousser vers la porte pendant 1 an, pour finalement vous donner le coup de grâce. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais vu le coup venir. 6 mois plus tôt, un vieil ami de papa, un dénommé Karl, qui dirigeait une entreprise de logistique à Milwaukee, m'avait invité à déjeuner et m'avait dit « Si jamais tu veux t'en aller, fais-le-moi savoir. Il y a des gens qui paieraient pour avoir une part du gâteau hollandais et fils. » J'avais ri à l'époque, lui disant que je n'allais nulle part. Mais maintenant, ma famille avait pris la décision pour moi, et j'avais toujours ce numéro. J'ai fait défiler mes contacts, j'ai trouvé « Karl, plan de secours » et j'ai appuyé sur « Appeler ». Ça a sonné une fois avant que j'entende sa voix. Eh bien, dit-il. Dis-moi que tu es prêt. J'ai pris une grande inspiration. Ouais, ai-je dit. Parlons chiffres. Parce qu'ils m'ont peut-être poussé hors du bâtiment, mais j'avais toujours les clés de la porte de service. Karl n'a pas perdu de temps. Il a envoyé une proposition sommaire le lendemain matin. Rien de Tapa accent grave-l'œil, juste un email de 5 lignes avec un très gros chiffre et une seule question. Toujours intéressé? Je l'ai regardé en mâchant un morceau de pain grillé brûlé. Mon estomac s'est retourné, comme si je venais de me pencher trop en arrière sur une chaise. Ce n'était pas juste une vente. C'était le genre de décision qui changeait les choses pour toujours, pour eux et pour moi. Ma participation de 27% n'était pas majoritaire, mais ce n'était pas non plus une somme dérisoire. Elle était assortie de droits de vote, d'une influence au conseil d'administration, et d'un droit de veto sur certaines décisions. Je m'y étais accroché comme à un filet de sécurité, même alors qu'il m'arrachait tout le reste. Maintenant, c'était une arme chargée, avec mon nom gravé sur la crosse. La société de Karl, Laser Group, était discrète, mais agressive. Ils n'achetaient pas seulement des actions. Ils achetaient de l'influence, un levier, un pied dans la porte. Et s'ils acquéraient les miennes, ils auraient assez de contrôle pour bloquer des décisions, réorienter des fonds, convoquer des réunions extraordinaires du conseil.
C'était comme vendre sa pièce de l'échiquier à quelqu'un qui savait vraiment comment jouer. J'ai répondu à Karl par 2 mots. Rencontrons-nous. Nous avons signé un accord de non-divulgation autour de tacos. Classique de Karl. Puis j'ai tout mis sur la table. Mes droits, mes responsabilités, les petits caractères de l'accord d'actionnaire que la plupart des membres de ma famille n'avaient probablement jamais lu. Karl a sifflé en voyant ma documentation. Tu étais préparé, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. J'étais ignoré. Les 2 semaines suivantes ont été floues. Avocat, paperasse, un examen approfondi des livres de notre entreprise, que l'équipe de Karl a mené avec l'énergie joyeuse d'enfants résolvant une énigme. J'ai tout gardé secret. J'ai continué à participer à la conférence téléphonique trimestrielle. J'ai même soumis mes rapports facultatifs, juste pour sauver les apparences. Puis, un jeudi matin à 8h37, c'était fait. Virement effectué. Documents légaux signés, scellés et déposés. Je ne possédais plus une seule action de Hollandais et Fils, mais Karl, si. Et cela signifiait que Nathan et maman n'avaient plus le contrôle total. À 10h15, le conseil d'administration avait été informé. À 11h, mon téléphone s'est allumé. D'abord, un texto de Nathan. Mais qu'est-ce que tu as fait, bordel? Puis un appel. Je l'ai ignoré. Puis un autre de maman. Puis un message vocal. Ellie, chérie, on peut parler? Je crois qu'il y a eu un malentendu. Ah, oui. La vieille chanson. Le malentendu. J'ai emmené Bruno, mon chien, ma brique de soutien émotionnel, en promenade pendant que les notifications s'empilaient comme de petits soldats en colère. Appel manqué, texto paniqué. Un message LinkedIn de notre directeur financier qui disait simplement « S'il te plaît, appelle-moi ». Ça devient compliqué. À 14h, Karl m'a appelé. Eh bien, dit-il, tu ne m'avais pas dit que ton frère jurait comme ça. J'ai reniflé. Est-ce qu'il t'a déjà menacé? 2 fois. Il a dit que nous détournions son héritage. Son héritage, ai-je ri. Il a installé un distributeur de boissons Monster Energy dans le hall d'entrée et a oublié de payer le fournisseur. Karl a gloussé. Tu sais, pour quelqu'un qui vient de quitter l'entreprise de sa famille, tu as l'air plutôt bien. J'ai regardé le lac près de mon appartement. L'eau était calme. Toujours à moi. Je ne me suis jamais senti aussi bien, ai-je dit. Ce soir-là, j'ai dîné seul pour la première fois depuis des semaines. Pas de feuille de calcul, pas de mets urgents, juste moi, une assiette de plats à emporter, et un sentiment de liberté si complet que c'était comme une seconde peau. Il m'avait jeté comme si j'étais jetable, mais je suis parti en tenant la gâchette, et maintenant, c'était eux qui suppliaient de remonter le temps. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un email dont l'objet était « Demande de réunion urgente ». Famille seulement. Il venait de Nathan, envoyé à 2h17 du matin, ce qui signifiait soit qu'il n'avait pas dormi, soit qu'il venait de se gaver de la série Succession et avait décidé de jouer à Kendall Roy. Le corps de l'email était court. Nous devons parler. Tous ensemble. S'il te plaît, viens chez maman ce soir. 18h30. Nathan. Pas de « salut ». Pas de « j'espère que tu vas bien ». Juste le mode panique d'entreprise, ce que j'ai trouvé hilarant, étant donné qu'ils m'avaient viré de l'entreprise comme si j'étais la frite molle de leur menu pour cadre. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai fait des pancakes, j'ai pris mon temps, j'ai donné un bain à Bruno, et j'ai regardé un documentaire entier sur les poulpes émotionnellement intelligents. En gros, j'ai eu un cycle de guérison complet avant midi. Puis, à 18h20, je suis allée chez maman. Je portais la chose la plus neutre que je possédais. Un simple pull bleu marine, un jean, pas de montre. Pas assez formel pour une démonstration de force, pas trop décontracté, juste assez pour dire « je ne suis pas là pour impressionner qui que ce soit, mais je ne suis pas non plus là pour perdre ». Quand je suis entrée, Nathan arpentait le salon comme un père de sitcom sur le point de donner une leçon de vie. Maman était assise sur le canapé, les bras croisés,
avec cette expression qu'elle réservait autrefois aux vendeurs qui mettaient trop de temps avec le reçu. Claire, dit-elle. Nous sommes contents que tu sois venue. C'est Ellie, ai-je dit. Claire, c'est notre cousine. Elle a cligné des yeux. Nathan a marmonné, bon sang, maman. C'est vrai, dit-elle rapidement. C'est juste que... Tout ça a été très stressant. Pas pour moi, ai-je dit en m'asseyant. En fait, j'ai très bien dormi. Nathan a arrêté de faire les 100 pas. Tu as vendu tes parts à un concurrent. Pas un concurrent, ai-je corrigé. Un investisseur. Tu devrais vraiment lire la proposition de Karl. Son groupe prévoit de faire croître l'entreprise de manière responsable. Maman est intervenue. Pour nous, c'est comme une trahison. Et pour moi, ai-je dit, être viré par message vocal, c'était comme une trahison, mais je suis restée classe. Ils ont tous les deux grimacé à cette remarque. Nathan a réessayé. Écoute, nous ne voulions pas t'exclure complètement. Nous avions juste besoin de plus d'agilité. Tu ralentissais les choses, tu soulevais toujours des problèmes. Des problèmes comme n'installez pas un logiciel d'inventaire défectueux ou ne licenciez pas la moitié du personnel de l'entrepôt au 4e trimestre. Ce n'est pas la question, a-t-il lâché. C'est exactement la question, ai-je dit. Vous vouliez prendre des risques. Je voulais protéger l'entreprise de papa. Vous vouliez le contrôle. J'avais du contrôle, alors vous m'avez poussé dehors. Maman s'est penchée en avant. Nous pensions que tu reviendrais. Que nous pourrions arranger ça. Discrètement. Vous ne pensiez pas que je partirais. Silence. Vous pensiez que je ferais ce que je fais toujours, ai-je continué. Encaisser le manque de respect. Maintenir la paix. Venir quand même. Ils n'ont pas répondu. Et vous aviez à moitié raison. Je suis venu. Simplement pas de la manière que vous attendiez. Nathan avait l'air de mâcher du verre. D'accord, dit-il finalement. On a compris. Tu as prouvé ce que tu voulais prouver. Et maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Ça m'a fait rire. Je ne veux rien de vous, ai-je dit. Je ne suis pas là pour annuler la vente. Je ne suis pas là pour être acheté. Je suis juste là pour dire que vous avez pris votre décision. J'ai pris la mienne. Alors c'est tout, dit maman, la voix brisée. Tu en as juste fini avec nous. J'en ai fini d'être un personnage secondaire dans mon propre héritage. Je me suis levée. Profitez bien de l'entreprise. De ce qu'il en reste. Alors que je sortais, Nathan m'a interpellée. Tu crois que Karl se soucie des valeurs de papa? Je me suis arrêtée sur le seuil. Je pense que Karl n'est pas mon frère, ai-je dit. Et en ce moment, ça joue en sa faveur. Puis j'ai fermé la porte derrière moi. Et cette fois, personne ne m'a suivi. Vous savez que vous avez pris la bonne décision quand les gens arrêtent de prétendre qu'ils ne sont pas en colère. Le matin après avoir vendu mes parts, je me suis réveillée avec un téléphone qui vibrait jusqu'à tomber de ma table de nuit. 17 appels manqués, 5 messages vocaux. Ma boîte de réception ressemblait à une salle d'urgence d'entreprise. Et pas seulement de la part de Nathan. Non, ça aurait été trop logique. C'était une véritable campagne de pression familiale. La cousine amie des RH, salut, Ellie. Je pense qu'on devrait tous se parler au téléphone, genre aujourd'hui. Marc, le directeur financier, il y a des inquiétudes quant aux ramifications à long terme de ce changement. Oncle Ron, qui ne m'avait pas parlé depuis qu'il m'avait emprunté mon camion et l'avait rendu avec un enjoliveur manquant, appelle-moi. C'est plus grand que toi. Et bien sûr, maman, Ellie, s'il te plaît, ne laissons pas cette situation devenir permanente. Nous sommes toujours une famille. Rencontrons-nous bientôt. S'il te plaît. Je les ai laissés sans réponse. Puis Karl m'a envoyé un texto. Karl, ton frère a essayé d'annuler la vente avec une clause rétroactive qu'il a littéralement cherchée sur Google en temps réel. J'ai éclaté de rire. J'ai fait peur à Bruno, qui léchait paisiblement du beurre de cacahuète sur une cuillère.
Selon Karl, Nathan avait débarqué en furie à la réunion d'urgence du conseil ce matin-là, affirmant que la vente avait été faite de mauvaise foi et avait tenté d'invoquer une clause rarement utilisée qui exigeait le consensus du conseil familial pour un désinvestissement stratégique. Le problème ? Cette clause avait été supprimée en 2019 par Nathan lui-même, dans un email qui commençait par « Réduisons la paperasse et soyons agiles ». C'était comme regarder quelqu'un se faire prendre à son propre piège de post LinkedIn. Le conseil n'a pas mordu à l'hameçon. 2 membres se sont abstenus. Un Harry. Janice, encore elle. La reine des drames de salle de conseil arrosée au bourbon. Je me suis versé une 2e tasse de café, je me suis assis, et j'ai regardé le feu se propager, métaphoriquement. Puis, peut-être littéralement, car j'ai reçu une autre notification de Karl qui disait « Nathan menace maintenant de te poursuivre pour intention malveillante. » Je crois qu'il vient de jeter un stylo. Vers 14 heures, un très long email de Nathan a atterri dans ma boîte de réception. Objet, avancer en tant que famille. Une proposition de réintégration. Le corps du texte contenait 1600 mots de vide. Un mélange d'excuses d'entreprise, de plaidoyers manipulateurs, et de « ne laissons pas les émotions obscurcir notre héritage ». Il comprenait des mots comme « stratégie de réconciliation »,« vision partagée » et mon préféré, nous devrions recalibrer les attentes avec compassion. Je n'ai pas répondu. Je l'ai classé dans un dossier que j'ai intitulé « Archive des pièces à conviction de l'audace ». Ce soir-là, je suis allé me promener. L'air frais, un vent léger. Cette sensation électrique du printemps avant l'été, où le monde semble un peu trop calme, comme s'il attendait quelque chose. Et bien sûr, quelque chose attendait. Nathan. Il était appuyé contre la rampe devant mon immeuble. Sweat à capuche à moitié zippée, pantalon en toile froissée, la mâchoire si serrée qu'on aurait dit qu'il essayait de transformer ses regrets en diamants. « Tu m'as bloqué », a-t-il dit. « Tu m'as viré », ai-je répondu. « Ta méthode était juste plus coûteuse. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Tu ne le veux jamais. » Il a baissé les yeux. « Tu n'étais jamais censé aller jusqu'au bout. Vendre tes parts comme ça. C'est l'arme nucléaire. » Non, Nathan. Virer ton frère par message vocal, c'est nucléaire. Ce que j'ai fait était propre. Il a grimacé. Nous étions sous pression. Tu ralentissais les choses. J'ai haussé les épaules. Peut-être, mais j'étais le seul à maintenir le cap. Il s'est avancé. Écoute, je sais que j'ai merdé. Nous avons merdé. Tu as tenu cette boîte à bout de bras plus longtemps que quiconque ne le savait, mais nous pouvons réparer ça. J'ai levé un sourcil. Nous. Il a hésité. Je veux dire. Tu peux réparer ça. Reviens. Reprends ton siège. Non. Comment ça, non? Je veux dire non, Nathan. Tu ne peux pas virer quelqu'un, détruire son héritage, et ensuite demander une seconde chance quand ça te retombe dessus. Il avait l'air stupéfait. Je ne sais pas comment réparer ça, dit-il d'une petite voix. Alors ne le fais pas. Il a cligné des yeux. Ne le fais pas. Tu n'as pas à réparer ça. Tu dois vivre avec. Comme j'ai vécu avec ton manque de respect pendant 6 ans. Comme j'ai vécu en étant celui qui nettoyait après tes visions. Comme j'ai vécu en faisant semblant d'avoir de la chance d'être inclus. Il n'a pas répondu. Et pour la première fois depuis la vente, je l'ai ressenti. Pas seulement la paix, mais la fierté. Je suis passé devant lui, j'ai monté les marches de mon immeuble. Sans me retourner. Les retombées ont été rapides et mesquines. 3 jours après que Nathan m'ait coincé devant mon immeuble, j'ai reçu une lettre par la poste. Oui, une vraie lettre, sur du papier à en-tête officielle de Hollandais et Fils, comme si on était en 1982 et qu'il rompait avec moi par fax. C'était une mise en demeure, prétendument pour « fausse représentation des intentions de l'actionnaire » et « violation du code de culture interne ». Karl l'a scanné, Harry, et a répondu par une seule ligne « Votre code de culture interne n'a aucune juridiction légale. » Et aussi, lol.
C'est là que j'ai su que Nathan était en train de perdre pied. Ils avaient perdu leur tampon. Et plus important encore, ils avaient perdu le contrôle. Les emails se sont raréfiés. Les appels ont cessé. Je les imaginais, assis dans cette salle de conseil, essayant de prétendre que tout allait bien, tout en réalisant lentement qu'ils pilotaient un navire construit sur le dépit et le déni. Pendant ce temps, je m'épanouissais. Je faisais la grasse matinée, je mangeais des pancakes à 11h, j'ai commencé à faire de longues promenades avec Bruno sans vérifier mes emails toutes les 7 minutes. J'ai même commencé à rédiger un plan d'affaires. Rien de concret pour l'instant. Juste une idée pour une société de conseil qui aiderait les entreprises familiales à ne pas imploser comme la nôtre. Puis, sortie de nulle part, maman a appelé. Pas un message vocal, pas un texto, un vrai appel. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Elle en a laissé un quand même. Ellie, mon chéri, je suis désolée. Vraiment. Je crois que j'ai laissé les choses m'échapper. Je pensais protéger l'entreprise et Nathan. Et j'imagine que j'ai oublié que tu avais aussi besoin d'être protégé. J'aurais dû écouter. J'aurais dû t'accorder plus de valeur. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Je l'ai écouté 2 fois. Une fois pour les mots. Une fois pour le ton. Ça semblait sincère. Mais voilà le truc avec les excuses. Elles peuvent être sincères et quand même arriver trop tard. Les dégâts ne s'inversent pas juste parce que quelqu'un le regrette. Plus tard cette semaine-là, j'ai croisé Marc, notre directeur financier de longue date, à une collecte de fonds communautaires. Il tenait un gobelet en plastique de limonade et avait l'air d'avoir pris 10 ans. « Je ne te blâme pas, tu sais », a-t-il dit. On l'a tous vu venir. On ne s'attendait juste pas à ce que ce soit toi qui actionne le levier. Eux non plus, ai-je dit. Il a hoché la tête, puis s'est penché. Nathan essaie de lever des capitaux. Il manque de personnel. Les gens de Karl ne cèdent pas sur les votes du conseil. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu. Marc m'a fait un demi-sourire. Quand même, tu devrais savoir. Les gens commencent à parler. Pas seulement de ce qu'ils ont perdu. Mais de ce que tu aurais pu construire s'ils t'avaient laissé faire. Ça m'a marqué, parce que pendant si longtemps, on m'avait présenté comme celui qui ne voulait pas plus. Le type de l'arrière-boutique, le fil invisible. Mais maintenant, les gens se demandaient, et si on l'avait écouté? Et si on ne l'avait pas sous-estimé? Ce n'était pas de l'ego. C'était de la validation, une autre forme de monnaie, une qu'ils ne pouvaient pas effacer. Ce soir-là, j'ai emmené Bruno au lac. Nous nous sommes assis sur le vieux ponton où papa nous emmenait faire des ricochets et parler affaires. Je me suis souvenu de ce qu'il disait, ne construis pas quelque chose juste pour être vu. Construis-le pour qu'il dure. Et j'ai réalisé que c'est ce que j'avais fait. Pas l'entreprise, la limite. Elle était solide, nette, inébranlable. Nathan et maman pouvaient s'agiter autant qu'ils le voulaient, essayer de boucher les trous dans le bateau, envoyer des lettres, des offres et des excuses tardives, mais je n'étais plus dans le bateau. J'étais sur la rive, au sec, en sécurité, le regardant s'éloigner de plus en plus. Je n'ai pas eu de nouvelles de Nathan pendant 2 semaines. Pas un appel, pas un texto, pas un « Salut mec », désespéré à 1h du matin par email avec une liste à puces et des mots à la mode recyclés sur la synergie. J'ai supposé qu'il était soit en train de comprendre le message, soit en train de comploter quelque chose de stupide et de dramatique. Spoiler, c'était la 2e option. Un jeudi après-midi, je suis entré dans mon immeuble et je l'ai trouvé assis sur le banc du hall, comme un homme attendant d'être jugé par Saint-Pierre lui-même. Il portait une chemise avec les manches retroussées et on aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis 3 jours. Il s'est levé en me voyant, nerveux mais essayant de paraître confiant. On peut parler? Je suppose que tu n'as pas traversé la ville pour complimenter ma salle de courrier. Il a esquissé un demi-sourire. En haut? Non, ici, c'est très bien. Il a hoché la tête et a pris une inspiration. D'accord. Je ne suis pas là pour me battre. Je ne suis même pas là pour supplier. Je veux juste dire quelque chose, une seule chose. J'ai croisé les bras.
Tu as 2 minutes. Il n'a même pas branché. Il s'est lancé directement. J'ai merdé, a-t-il dit. Pas seulement le mois dernier. Pas seulement en te virant. Tout. J'ai traité cette entreprise comme un trophée. Comme si, en la faisant briller assez, papa. Je ne sais pas serait fier. Ça a touché une corde sensible. Et je pensais que si j'étais assez bruyant, assez audacieux, les gens me suivraient. Que tu me suivrais, parce que tu l'as toujours fait. Je n'ai pas suivi, ai-je dit. J'ai juste arrêté de résister. Nathan a hoché la tête. Tu avais raison pour le logiciel. Pour les licenciements, pour Karl. Bon sang, même pour Janice. Elle me l'a dit en face, Ellie n'aurait jamais laissé ça arriver. Janice est une vraie, ai-je marmonné. Il a ri, puis s'est frotté le visage, paraissant soudain bien plus vieux que ses 38 ans. Le conseil ne m'écoute plus, a-t-il dit. Karl les tient. Et il ne bougera pas, sauf si tu le lui dis. Et tu penses que je vais juste. Quoi? Retourner dans le feu pour sauver les gens qui m'ont brûlé? Il m'a regardé dans les yeux. Non. Je te demande juste si tu veux bien me parler. Pas en tant que partenaire ou membre du conseil, mais en tant que ton frère. C'est stupide, parce que je voulais croire que ça comptait encore. Mais je me suis souvenu de son regard quand il m'a dit que j'étais trop rigide pour les affaires modernes. Je me suis souvenu de la façon dont maman avait signé cette lettre d'avocat avec un smiley. Je me suis souvenu de la rapidité avec laquelle je suis devenu un inconvénient quand j'ai cessé d'être silencieux. Je ne reviendrai pas, Nathan, ai-je dit. Je ne te le demande pas. Si, un peu. Il a fait une pause. Je te demande si on peut arrêter d'être des ennemis. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se couchait de l'autre côté de la rue, peignant tout dans cet étrange or temporaire qui rend tout plus doux qu'il ne l'est. Puis j'ai dit, tu sais ce que je veux? Il s'est légèrement redressé. Quoi? Je veux passer une année entière sans être traité comme un plan de secours. Je veux avoir une conversation où je ne suis pas une pièce d'échec. Je veux être vu comme autre chose qu'une ressource. Nathan a dégluti difficilement. Je veux guérir, ai-je dit. Et je ne peux pas le faire depuis l'intérieur de ton bazar. Il a hoché la tête lentement, comme si ça faisait mal. Je comprends. Il a tendu la main. Je ne l'ai pas serrée. À la place, j'ai dit, j'espère que tu trouveras une solution. Puis je me suis retournée et je suis montée à l'étage. Et cette fois, la culpabilité n'était pas à moi de la porter. 3 mois plus tard, j'ai reçu une carte postale de Nathan. Pas un email, pas une lettre recommandée. Une vraie carte postale manuscrite, encre bleue, légèrement bavée, postée depuis l'Arizona. Sur le devant, une photo du Grand Canyon. Au dos, 4 mots. J'y travaille encore. Pas d'excuses, pas de demande, juste une reconnaissance. Et étrangement, c'était suffisant, car à ce moment-là, j'avais tourné la page. Pas de la manière dramatique et vengeresse où l'on part vers le coucher du soleil sur une moto, avec des lunettes de soleil et un trench coat. Non, j'avais juste avancé. J'ai lancé une société de conseil pour les entreprises familiales. Des petites, le genre construit sur la sueur, le ruban adhésif et les traumatismes. Je les aidais à bien structurer les choses, sur les plans juridiques, financiers et émotionnels. Je facturais des honoraires raisonnables et je donnais parfois des conseils gratuits quand je sentais que quelqu'un était sur le point de répéter mes erreurs exactes. Ma première cliente, une mère et sa fille qui en étaient presque venues aux mains pour un empire de bougies sur Etsy. J'ai sauvé leur entreprise et j'ai obtenu une réduction à vie sur la cire de soja pamplemousse lavande. Karl et moi nous parlions encore chaque semaine. Il me tenait au courant de l'avancement du projet de réhabilitation hollandais. Nathan avait démissionné de son poste de PDG. Le conseil avait fait appel à quelqu'un d'ennuyeux mais de compétent. Karl a dit, tu as probablement sauvé toute l'entreprise en la quittant. Je n'ai rien dit, mais j'ai souri. Parce que peut-être que je n'avais pas brûlé les ponts. Peut-être que j'avais juste arrêté de les laisser me marcher dessus.
Maman et moi échangeons parfois des textos, polis, légers, surtout des mèmes et occasionnellement un article transféré sur les tendances des petites entreprises. Rien de profond, mais ça ne faisait plus mal. Et la vérité, c'est que je n'avais pas besoin de leurs excuses pour avancer. J'avais besoin de croire que je méritais des limites, que je méritais d'être entendue, que je méritais une place à ma propre table. Maintenant, je travaille depuis le même appartement où j'ai un jour ouvert ce message vocal de licenciement. Sauf que maintenant, le bureau a de la lumière, de la musique, et une cafetière à piston. Bruno a un lit à côté du mien, gâté, ronflant, et vivant sa meilleure vie de chien âgé. Parfois, je descends au ponton où papa et moi nous asseyons. Je fais des ricochets, je laisse mon téléphone s'éteindre exprès, et je pense au temps que j'ai passé à essayer de mériter ce que je méritais déjà. Voici la vérité qu'on ne vous dit jamais sur la famille. Parfois, l'héritage n'est pas ce dont vous héritez, c'est ce que vous laissez derrière vous, et ce que vous construisez à la place.